Alors bonjour, je m'appelle Johan Coulon, j'ai 35 ans, je pratique les arts martiaux depuis 1987, donc ça fait un bout de temps. Même s'il y a eu de grosses coupures, j'ai fait 2 ou 3 ans de judo dans mon enfance. Après il y a eu un gros trou au niveau sportif. Ensuite je suis passé par plusieurs sports, tir à l'arc, le rugby, pour revenir au kickboxing au milieu des années 90. Et j'ai toujours adoré regarder les sports de combat et les arts martiaux à la télé, mais j'étais pas un pratiquant dur de dur. Et puis c'est le fait d'avoir regardé, d'avoir visionné en 1995, c'est ça, le premier UFC, l'Ultimate Fighting Championship, qui m'a donné goût à pratiquer. Et du coup j'ai commencé, comme il n'y avait pas de club de MMA à l'époque, qu'il fallait apprendre beaucoup de styles, alors j'ai commencé à m'inscrire à la boxe américaine, kickboxing, full contact, le judo. J'ai fait du jiu-jitsu traditionnel. Il y avait un petit club de Vidyavartma, donc c'est un art martial traditionnel. Un peu de capoeira, enfin j'ai touché à tout. Et puis je suis devenu compétiteur à partir de 1999. Et puis de là, j'ai commencé une belle aventure dans les sports de combat. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le MMA, c'est le Mixed Martial Arts, donc c'est les combats mixés en français. À la base, c'était des rencontres interstyles, donc le boxeur contre le sumo, le jutsuka contre le lutteur. And right now the endurance factor is playing such a role. You're looking at it 4.5 minutes. Expected. Of course, he's trying to get the arm. And look at this. He's trying to get the arm here. An arm lock. He's trying to get an arm lock. He's got him. Kimo tapped out. Kimo tapped out. Et c'était un tournoi éliminatoire où à la fin il n'y avait qu'un vainqueur. Et ce vainqueur-là a été plus mis en avant par rapport à sa discipline que par rapport à son nom. Et puis ensuite, au fur et à mesure que le MMA existait, les boxeurs ont commencé à travailler le sol, les lutteurs ont commencé à travailler la boxe. Et le MMA, c'est devenu une discipline à part entière au fur et à mesure des années. Plus de réglementation, beaucoup plus de médiatisation. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un sport de combat comme les autres, où l'on autorise toutes les techniques de percussion et de lutte et de soumission que l'on retrouve dans tous les autres styles. La seule différence avec les autres sports de combat, c'est qu'on retrouve une chose que l'on trouve au MMA et que l'on trouve nulle part ailleurs, ça va être la frappe au sol. Donc en position de lutte au sol, on peut venir frapper le visage ou le corps de l'adversaire. Je suis dans sa garde, je commence à faire doucement à l'allumer, il va se mettre sur le côté. Maintenant qu'il est là, je prends de la hauteur, je m'enlève de ses jambes et je passe d'un côté ou de l'autre. Et une fois que j'ai pris la position, je simule du strike. On fait ça? Allez, c'est parti. C'est quoi qu'il a? On va faire ça alors. Alors oui, les disciplines phares, on va dire, du MMA, en effet, ça va être la boxe pied-point. Alors on dit kickboxing, mais en fait, certains vont pratiquer boxe thaï, d'autres du kickboxing, d'autres de la boxe française. Moi, j'ai toujours été boxe américaine, américano-japonaise, on va dire, donc kickboxing, ça me plaît bien au niveau des distances. Ensuite, on a le jiu-jitsu brésilien. Bon, c'est une discipline de grappling, enfin les disciplines de grappling comme le jiu-jitsu brésilien, la luta libre. C'est des disciplines de lutte qui sont nécessaires car c'est là où on retrouve le plus de soumission. Les étranglements, toutes les clés, c'est des disciplines un peu comme la boxe thaï dans la boxe pied-point, c'est là où il va y avoir le plus de liberté d'expression. Le but, c'est d'aller soumettre l'adversaire. On a le droit d'aller au sol. Donc du coup, par exemple, là, je vais le renverser. Voilà. Là, du coup, moi, je l'ai renversé. Je vais passer sa garde. La garde, c'est les jambes. Hop. Je prends un contrôle sur le côté. Il va venir essayer de bouger, tendre ses bras. Moi, je vais venir là. J'ai saisi son coude et je plaque son bras contre moi. Je vais venir juste mettre mon tibia là et donc faire une clé de coude qui s'appelle un jujigatame. Donc là, il abandonne. Après, il va pouvoir défendre, d'accord? Parce que du coup, la même chose. Je viens là, je défends. Moi, du coup, je vais venir tourner ma hanche et remonter pour faire une clé d'épaule qu'on appelle omoplata. Là, je vais remonter vers lui, omoplata. Là, maintenant, du coup, on va refaire
il y a des défenses qui existent à chaque fois. D'accord? Donc là, par exemple, hop, je vais prendre Juji Gatame. Il défend. Cherche Omoplata, il défend. Moi, quand il remonte, il va remonter vers moi. Hop. Ça s'appelle un triangle avec les jambes. Mes jambes forment un triangle. D'accord? J'ai un bras, une tête. J'aime bien faire talon-fesse et serrer sa tête. Et là, c'est un étranglement. Et ensuite, on retrouve la lutte pour tout ce qui est arraché, amené au sol. Il y a le judo aussi, même s'il n'y a plus le kimono. Les judokas savent amener au sol, même sans kimono. Et donc, le côté lutte est important pour l'amener au sol. Donc, c'est pour ça que l'on dit que la boxe pied-point, la lutte pour les arracher, les amener au sol, et tout ce qui est grappling, jiu-jitsu brésilien essentiellement pour la technique et lutte à livrer, sont les disciplines phares du MMA. Ah ok, c'est bon là. Sur AV. Libre. Aujourd'hui, le MMA, c'est bien structuré. Alors, les règles, on va retrouver les mitaines et pas de gants de boxe. Donc, les mitaines, ce qui est bien avec les mitaines, on va dire, c'est que c'est moins traumatisant pour les cervicales et le cerveau parce que généralement, il ne faut pas 36 frappes pour venir toucher et mettre KO. Ça peut couper plus facilement que des gants. Donc là, ce serait un arrêt de l'arbitre. Pas toujours, mais souvent. Et voilà, donc c'est moins traumatisant que la boxe anglaise. C'est pour ça qu'il faut faire le moins d'erreurs possible, d'où la stratégie mise en place. Il faut absolument toucher sans être touché. Ensuite, les règles, on a les coups de poing, tous les coups de poing. On ne peut pas frapper avec la paume comme en boxe. Bien sûr, les doigts dans les yeux, les morsures, tout ça, c'est banni, c'est pas sportif. On retrouve les coups de coude, les coups de genoux. Les coups de poing retournés, tous les coups de pied. Ensuite, au niveau des projections, tout ce qui est arraché projection, lutte judo, voilà. Et au niveau du sol, donc on a les frappes, on a droit aux frappes. Aucun coup de pied à la tête quand on est au sol. Donc les coups de pied ça va être au corps et les coups de poing à la tête ou au corps. Et toutes les soumissions que l'on retrouve en jiu-jitsu brésilien, en grappling, en lutte à livrer. Ça va être les clés, les étranglements, les clés d'épaule, coudes, genoux, voilà. Ensuite, il y a la cage ou le ring ou les tatamis. Donc le plus connu, c'est la cage. Pourquoi la cage? Parce que quand les premiers UFC sont arrivés, il fallait absolument, et on voulait faire des interstyles, il fallait absolument que ce soit sur un terrain neutre. Si on était sur des tatamis, les judokas étaient
étaient avantagés, les lutteurs aussi. Si c'était un cercle, les lutteurs étaient avantagés. Si c'était un ring, les boxeurs étaient avantagés. Et on voulait vraiment un endroit où personne n'a été. Et du coup, on a dit la forme sera octogonale, parce que personne ne combat dans un octogone. Et on va faire une cage pour protéger les combattants de ne pas aller vers la foule. Et au moins la cage, c'est pas des cordes, c'est pas le vide, c'est pas le public, c'est la cage. Donc on va utiliser une cage. Et c'était pas dans l'idée de faire un combat animal, même si ça a aidé à médiatiser. Les combats en cage, c'était tout nouveau et tout, donc ça attirait les gens. C'était pas l'idée. L'idée, c'était vraiment de protéger et le public et les combattants. Ladies and gentlemen, we are live! Alors l'UFC, au jour d'aujourd'hui, c'est la plus grosse organisation de MMA dans le monde. Ça n'a pas toujours été le cas. Alors dans les années 90, c'était la première organisation internationale du MMA moderne, donc c'est devenu un sport, même si les règles étaient un peu particulières. Ensuite, ça s'est développé tout doucement, très doucement, donc ça a changé de main. Ryan Gracie était le premier promoteur, ensuite il y en a eu un autre, je ne me souviens plus le nom. Et puis ça a été racheté par Dana White. Et à force de rivaliser au niveau des médias, il a réussi à racheter le Pride pour finalement, même si les fans n'ont pas aimé, finalement étouffer son concurrent et faire exploser l'UFC. Et l'UFC, au jour d'aujourd'hui, dépasse en chiffre d'affaires au niveau des droits d'image et de la médiatisation à la télévision, dépasse la boxe anglaise, dépasse en fait aux États-Unis tous les sports de combat et les autres arts martiaux. Et donc, ils ont un pouvoir médiatique énorme. Donc, l'UFC, quand ça a été créé, il y avait en effet, on va dire, pas de règles. Et c'est ce qui faisait peur aux gens. Alors, bon, je fais partie de ces rares personnes qui n'étaient pas choquées par ça, parce que du moment que c'était des combattants professionnels dans leur discipline et que c'était sur la base du volontariat, moi, c'est ça qui me fait tomber amoureux du MMA. Mais pour que ça devienne un sport, il a fallu faire évoluer beaucoup de choses, c'est normal. Donc, au début, c'était toutes catégories confondues. Donc, un gars de 60 kg pouvait rencontrer un gars de 120 kg. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait connaître le jiu-jitsu brésilien, c'est parce qu'au début, le champion de l'UFC, c'était un gars de 68 kg pour l'UFC 1, je me souviens. Royce Gracie, donc il battait tout le monde, toutes les disciplines. Voilà. Il était très léger avec sa technique de jiu-jitsu brésilien, il battait tout le monde. Donc c'est lui qui a fait réveiller le jiu-jitsu brésilien à travers le monde grâce à l'UFC. Il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas de protection. Seule protection, c'était protège-dents si on voulait, la coquille si on voulait. Et sinon, il n'y avait pas de gants, il n'y avait aucune protection. On n'avait pas le droit de mordre, ni de mettre les doigts dans les yeux. Sinon, on pouvait tirer les cheveux, on pouvait frapper les parties, on pouvait frapper dans le dos. C'était vraiment... ça faisait barbare pour des gens qui ne connaissent pas. Ça pouvait être violent, et c'était violent. Il y a eu des blessés. Orlando Witt a perdu à l'UFC 2. Il avait une très bonne carrière. C'était un Hollandais qui avait une super carrière en boxe thaï. Il a dû mettre un terme à sa carrière suite à un très mauvais KO à l'UFC. Parce que l'arbitre n'a pas réagi à temps, il a pris 8 coups de coude après un KO. Et au fur et à mesure, les mitaines sont arrivées, les catégories de poids sont arrivées, la réglementation, attention, il faut arrêter. Les docteurs ont commencé à intervenir davantage. On a commencé à dire, tiens, on n'a pas le droit à ça, on fait pas ça, on fait pas ça, pas ça. Et arrivé, on va dire 2002-2003, on arrivait vraiment à l'UFC qu'on connaît d'aujourd'hui, c'est-à-dire un UFC très sportif, où il y a très peu d'accidents finalement. Les gars sont préparés comme des vrais pros. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que, d'ailleurs, si ça marche aussi bien aux États-Unis, c'est parce que les gens ne voient plus du tout le côté violent, ils voient le côté spectacle, c'est vrai, c'est très spectaculaire, le MMA. Mais il n'y a plus ce côté violent qui faisait peur aux femmes et aux enfants, on va dire. Non, maintenant c'est très réglementé et on peut regarder un combat de MMA comme on peut regarder un combat de boxe ou de judo. Main event this evening. The main event of SFL 14. I'm excited about this bout. Man, I can't wait. Final instructions to the fighters. Number 1. Professor X, Xavier Fupapokam in the red trunks. John Troyer in the blue, throwing that kick now. He will be looking to not throw. John doesn't look afraid to stand and trade. No, not at all. John is looking. Nice body kick. Nice body kick. Professor, he needs to be careful. John needs to be careful of this early surge by Professor X. Now, Professor X always has been... Oh!
tried a front kick to the face. Good takedown To defense. this fight because he hasn't attempted, a full-on takedown the way he usually does. Oh, I think I know He's what he trying wants to to do. close that distance. He's actually wanting to land, a surprise shot with his punches. And then just take it. Oh, nice elbow there. You The can name of the game, and a very nice left elbow. A left upward elbow lands, finds its home Nice on deep John to the Troyer's body. head. Oh no, that hit low. The referee says continue. Oh, Very nice beautiful shot. knee. Beautiful knee by the professor. Oh, he just missed with that spinning back. I think he's hurt. He's hurt. Oh! It is over, ladies and High-level gentlemen. professionalism displayed by Professor X. We as he have takes a new out John champion. Troyer with that knee. Unbelievable. Avant de parler d'UFC en France, il faut parler de MMA en France. L'état du MMA en France. Disons que pourquoi il n'y a pas de MMA en France au niveau compétition, parce qu'on peut s'entraîner dans les associations en MMA, ça c'est possible, avec les bonnes protections, voilà, il faut bien suivre la réglementation ministérielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a pour deux choses. La première, les combats en cage sont interdits. Savoir que la France est le seul pays au monde qui l'interdit. Pour ne pas inciter à la haine, à la violence, tout ça. Et ensuite, la frappe au sol, au visage, est interdite. Donc pour ces deux raisons, ces deux clauses-là, le MMA est interdit en France en compétition. Donc du coup, d'autres sports, d'autres disciplines et d'autres fédérations ont travaillé dessus. Donc on retrouve plusieurs disciplines, les gens ne le savent peut-être pas, en amateur, même en pro, plusieurs disciplines qui sont très proches du MMA. On a le bugey, le combat complet, on a le pancrace, qui est la discipline la plus développée en termes de MMA au niveau France. Qu'il y ait du pancrace en France, je trouve ça très bien. Et que l'on dise que ce soit du MMA, ce n'est pas du MMA, mais il y a beaucoup de pros en MMA qui combattent en France et obligés de combattre en pancrace. Il n'y a pas de frappe au sol, et moi ce que j'aimerais, c'est que le pancrace, le jour où le MMA sera complètement légalisé en France, j'aimerais que le pancrace soit une discipline semi-pro, où il n'y a pas les frappes au sol. Je trouve ça bien, et quand on passe en pro, on rajoute les frappes au sol. Mais le niveau du pancrace, il est très très bon en France, même ailleurs, mais c'est vrai que les Français, en général, en termes de sport de combat et arts martiaux, en général, on est toujours dans le top 3 mondial, peu importe la discipline. En MMA aussi, et on ne nous donne pas notre chance parce que c'est très fermé en France. Mais le pancrace est une très bonne alternative pour le MMA en France, vraiment. Ouais. Les gens ont peur, en fait, ils prennent leur source d'information à la télévision. Et la plupart du temps, les reportages et documentaires qui passent à la télévision, M6, France 2 et ailleurs, la plupart du temps, ça dénature le MMA, quoi. Ils montrent les côtés le plus violents possible, ils cherchent la blessure, ils cherchent le sang, ils cherchent des anciennes images qui n'existent plus depuis 15 ans. Et la plupart du temps, ils salissent l'image. Et du coup, les gens, ils n'ont que la télévision pour se renseigner. Ils n'ont rien d'autre. Donc, ils voient ça et ils se font un a priori là-dessus. C'est pour ça qu'on se demande des fois, de la part de certains reporters, certains reportages, s'il n'y a pas des directives données par plus haut au niveau des fédérations, voire le ministère. Parce que la plupart du temps, ce que l'on voit à la télévision, c'est pas du tout ça. Et on se bat toujours pour faire éclater la vérité. Avec les systèmes de travail au sol, justement, avec les soumissions, c'est pas parce que vous avez employé un terme tout à l'heure, on ne fera pas un homme à terre. Eh ben, quand même. En MMA, oui, en MMA, on a le droit de frapper un homme à terre juste parce que, avec ses règles, avec la technique qui lui est propre,
il a suffisamment de technique pour justement renverser la vapeur et remporter la victoire. Essayer éventuellement de s'en sortir. Mais vous, par exemple, vous éprouvez quoi lorsque vous mettez quelqu'un KO après lui avoir asséné une quinzaine de coups de coude? Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à démonter des invités qui sont sur ce Bon, ça va, je pense pas que je leur fasse si mal. Ceci dit... Il y a des gens très compétents, notamment des traumatologues, qui sont unanimes à dire que des sports de combat comme la boxe pied-point, que ce soit le kickboxing, la boxe thaï ou même la boxe anglaise, sont beaucoup plus traumatisants que le MMA. Et donc c'est normal que dans des pays comme la Suède, on considère le MMA moins violent et moins dangereux que la boxe. C'est pas aussi simple que ça. La législation aussi s'interroge beaucoup sur le MMA là-bas. C'est un peu caricatural de dire qu'ils considèrent que là-bas le MMA c'est cool par rapport à la boxe. Si on prend les statistiques, la boxe fait des morts tous les ans, alors qu'en MMA, c'est pas du tout le cas. L'état d'esprit du MMA, que les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que maintenant, il y a des catégories, il y a des règles bien définies par rapport à avant, quand c'est arrivé vraiment au tout début, où il n'y avait pas de catégorie de poids et tout. Maintenant, il y a une réglementation, il y a des choses, et pour moi, je trouve ça... je ne vais pas dire déplorable, mais dommage qu'on n'incite pas ce sport en France vraiment à s'améliorer et même que les jeunes aient envie, les même très jeunes, de faire ce sport-là qui est le MMA, qui est pour moi un sport comme un autre dans tous les cas quand c'est réglementé. Il peut être dangereux si c'est mal encadré, c'est-à-dire les stéréotypes qu'on a pu voir comme certains reportages à la télé, c'est-à-dire de se dire on fait ça dans une cave, on fait ça sur un parking, on fait ça entouré des voitures qui ont entouré ces combats. Pour moi, ça n'existe pas, ou ça peut exister, mais c'est pas du sport. En tout cas, chez nous, ça n'existe pas. Johan encadre ça, il inspire une certaine mentalité. Et si les personnes n'adhèrent pas à cette mentalité, ils n'ont rien à faire dans ce club. D'accord ? C'est l'esprit de famille, l'esprit sportif. Comme j'ai pu l'expliquer, en sein de ce sport, que ce soit jiu-jitsu, boxe ou MMA, chez nous dans le club, j'ai trouvé ça un sport plus collectif que du foot, voire d'autres sports collectifs, où pour moi c'est un collectif d'individualité. Et finalement, ce sport de combat où c'est chacun pour soi, on est tous individuels, il y a vraiment une cohésion d'équipe qu'on ne peut pas retrouver dans toutes les équipes collectives. Est-ce que le MMA est dangereux? Alors, je pense que oui, le MMA est dangereux, mais j'ai envie de dire que c'est un peu comme tous les sports. Parce que par exemple, si moi je joue dans une équipe de rugby, je pense que je finis à l'hôpital à la fin du match. Et je pense que c'est pareil pour un rugbyman qui monte sur un ring pour une compétition par exemple, c'est pareil, il finit à l'hôpital. Je pense que c'est un sport justement où il faut être préparé, et du moment qu'on est préparé, on atténue beaucoup les risques, comme dans tous les sports. Donc je ne pense pas que ce soit un sport plus dangereux qu'un autre. On apprend à l'entraînement à sécuriser les prises, à sécuriser les positions pour éviter de prendre un KO ou de justement se défendre quand on est au sol. Et voilà, si on ne se sent pas prêt lors d'une compétition, on peut tout à fait abandonner. Il suffit de dire j'abandonne pour que le combat s'arrête. Donc si on ne se sent pas prêt, il ne faut pas attendre le KO et abandonner. Sachant qu'en plus, la compétition n'est pas obligatoire. On peut venir s'entraîner et très bien faire des combats avec ses amis ou au club. Et voilà. Par rapport à la légalisation du MMA en France, on parle de savoir quelle structure. C'est qu'en fait, aujourd'hui, pour moi, il y a une méconnaissance de la part du ministère de Sport de ce sport. Et au lieu d'encadrer et de créer une fédération, ou déjà avec d'autres fédérations créer quelque chose, il veut interdire, ce qui fait... On va retrouver soit des fédérations qui sont, indépendantes et entre guillemets hors la loi, parce que ça n'existe pas. Après, je trouve ça aberrant, c'est d'autoriser les entraînements et ne pas autoriser les compétitions. Après, je pense qu'il y a aussi une question de business, c'est-à-dire qui c'est qui va récupérer ce sport-là, c'est-à-dire ce MMA, c'est une question d'argent. Et la première grosse fédération de sport qui récupère ce titre-là, de dire nous on a le droit d'organiser du MMA et des combats, c'est cette fédération qui va être gagnante et qui va rapporter beaucoup d'argent. Surtout que maintenant, ce sport-là, MMA, ça attire beaucoup les jeunes, cette nouvelle génération de sport de combat. Un peu oublier le sport de combat traditionnel et s'oriente vers des sports de combat nouveaux comme celui-ci et dont le MMA. Le MMA, c'est un peu comme le jiu-jitsu brésilien en France. Au début, personne ne voulait en parler. À la fin des années 90, je me souviens d'interviews de tel champion, de tel champion. Ils avaient le monopole de la parole, on va dire, puisqu'on leur donnait la parole sur une chaîne médiatisée. Je me souviens d'un certain nom qui disait c'est violent, c'est barbare, c'est n'importe quoi. Et en fait, c'est plutôt les fédérations qui avaient peur que ça se développe et qui ont voulu étouffer, parce qu'ils ne voulaient pas perdre leurs licenciés. Mais comme le MMA s'est développé encore et encore,
Et ben les fédérations, comme avec le jiu-jitsu brésilien, les fédérations se sont dit zut, on est en train de rater en fait des licences. Et au lieu d'étouffer les choses, ils essaient de récupérer le MMA. Et du coup là on est dans une guerre entre, enfin une guerre, ouais, une guerre on va dire, entre la Fédération française judo, la Fédération française de karaté, Fédération française de kickboxing, muay thai et disciplines associées. Enfin il y a plusieurs fédérations maintenant qui se déchirent pour récupérer le MMA et réussir enfin à le légaliser en France. Et du coup, avant, tout le monde le rejetait, donc ça ne pouvait pas se développer. Maintenant, tout le monde le veut, donc ça se déchire, diviser pour mieux régner. Donc maintenant, tout le monde en veut, on ne peut pas le développer tant qu'on n'a pas décidé qui le prendra. Et voilà, et on se retrouve, les pratiquants, ça fait 15-20 ans qu'on se retrouve sans rien. Et on est obligé de partir à l'étranger. Les entraîneurs, beaucoup d'entraîneurs ne sont pas formés comme il faut. Et le fait qu'il n'y ait pas de législation, il y a des clubs qui entraînent du MMA et j'ai vu des choses horribles, hein, même des brevets d'état judo ou des BMF de boxe. Hein, ils font dans leur petit coin, leur petite section MMA, ils font n'importe quoi. Donc c'est comme certains coachs qui envoient des combattants chez les pros à l'étranger alors qu'ils n'ont ni expérience ni niveau. Ce que moi je me refuse de faire. Pour moi, ils sont obligés de passer à l'amateur avant de faire du pro ou de semi-pro. Et comme ça, je suis sûr du niveau. Et il y en a, c'est pas du tout ça. Il y en a, au bout de 6 mois, bon allez, je te sens bien, on y va. Mais ça aide pas l'image du MMA, ça aide pas l'image du club, et puis le combattant, 9 fois sur 10, va être dégoûté. Donc c'est pour ça que si on arrive à légaliser le MMA, on aura enfin une structure adaptée à la discipline. Il y aura un passeport sportif avec les combats amateurs. Si j'ai tant de victoires, je passe en semi-pro, tant de victoires, je passe en pro. Voilà. Et au moins, les choses seront plus carrées et on n'aura plus raison de critiquer quoi que ce soit en fait. Voilà.